Bonjour, comme promis, voici une nouvelle vidéo de révision consacrée au cours H3 sur la Révolution française et l'Empire, et nous allons voir comment ces deux événements ont créé un nouvel ordre politique et une société révolutionnée en Europe et en France. Un petit rappel d'abord sur la situation de la France à la fin du XVIIIe siècle. Nous avions vu que les idées des Lumières, répandues notamment grâce à l'encyclopédie, menaient les Français à plus de contestation de leur sort, notamment en ce qui concerne des inégalités devant l'impôt. Nous avions vu également que la France se trouvait dans une situation financière critique, avec un fort déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'elle dépense plus qu'elle ne gagne. Et enfin, nous avions vu que la Révolution américaine devient un exemple à suivre pour la France, puisque cette révolution conduit un peuple à se révolter contre son roi et à appliquer les idées des Lumières, ce qui apparaît très séduisant. Le roi n'a pas d'autre choix pour résoudre sa crise financière que de convoquer les États généraux. Les États généraux, ce sont des représentants des trois ordres qui sont réunis pour voter une décision. Ils sont donc réunis au mois de mai 1789. Et à cette occasion, ils sont répartis par ordre, doivent discuter par ordre et voter par ordre. C'est une situation qui n'est pas acceptée par le tiers-État, dont les députés déclarent représenter la nation, puisqu'ils représentent 97% de la population, et donc ces députés se déclarent Assemblée nationale. Le roi n'est pas d'accord. Alors, il fait fermer leur salle de réunion. C'est là que nous arrivons au début de la Révolution, puisque cette situation de porte fermée va entraîner le premier acte de la Révolution française. Donc, il a lieu le 20 juin 1789. L'événement, c'est ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. Les acteurs, ce sont les députés du tiers-État, ainsi que quelques députés du clergé. Et leur décision, c'est de prêter serment, de donner à la France une constitution et de ne pas se séparer tant que ça ne sera pas fait. On parle maintenant d'Assemblée nationale constituante. Donc ici, vous avez une image de la vidéo que nous avions regardée avec le député Mirabeau qui se trouve devant les grilles fermées. Et ici, le document 1, page 62, qui est un tableau célèbre qui représente ce tableau. Et on voit ici qu'on sent déjà qu'il souffle un vent nouveau, des idées nouvelles en France. Le deuxième événement a lieu le 14 juillet 1789. Donc ici, vous avez deux images, un tableau et un extrait du film que nous avons vu. Et on reconnaît ici les tours d'un château qui est en fait une prison, la Bastille. Alors, à cette date, les Français prennent la Bastille, mais en fait, pour être plus précis, ce sont les Parisiens. Les Parisiens prennent la Bastille. Pour quelle raison? Pour prendre des armes, pour se défendre. À cette occasion, il y a une deuxième décision qui est prise, c'est celle de se défendre en créant une armée de volontaires. Alors, avec cette image, on arrive à un troisième épisode important, celui du 26 août, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, les acteurs, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Quelle décision est-ce qu'ils prennent? Celle de donner des droits aux citoyens. Donc les Français ne sont plus des sujets, mais bien des citoyens. Et donc, ils ont désormais des droits. Voici le célèbre tableau de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où l'on retrouve les différents droits
qui sont accordés avec ce célèbre article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Enfin, en 1791, que se passe-t-il? Quelque chose de très très important. C'est la mise en place de cette constitution qu'avaient promis les députés lors du serment du jeu de paume. Alors, cette constitution, elle met en place un nouveau régime politique qui s'appelle désormais la monarchie constitutionnelle. Alors, petit rappel, la Constitution, c'est un texte de loi fondamentale qui définit le régime politique et l'organisation d'un État. Une monarchie constitutionnelle, c'est donc un régime politique où le roi a le pouvoir exécutif, on le voit ici, mais ce pouvoir est partagé avec l'Assemblée législative qui, elle, a le pouvoir législatif. Et un point important à comprendre, c'est que dans la monarchie constitutionnelle, le roi partage ses pouvoirs, mais que ces pouvoirs sont donc limités par la Constitution. Cette partie que nous venons d'étudier, c'est ce qu'on appelle les années-lumière, c'est-à-dire le moment où la Révolution met en place les idées de la lumière, et des bonnes décisions. On va voir qu'il y arrive à un moment où la Révolution tourne un peu mal, où elle devient plus sombre en tout cas. Donc, si on remet les événements dans l'ordre, première chose à bien comprendre, le 21 septembre 1792. Qu'est-ce qui se passe? L'événement, c'est la fin de la monarchie et la déclaration de la République, la mise en place de la République. Cet événement a lieu le lendemain d'une victoire importante, puisque la France est en guerre depuis quelque temps contre les monarchies européennes qui ne veulent pas que les idées de la Révolution se diffusent dans l'Europe. Cette décision de mettre en place la République, elle est prise par quel acteur? Bien sûr, c'est par les députés, mais on n'a plus d'Assemblée nationale, on parle de convention. Quelle décision ils prennent donc? Ils prennent la décision de changer le régime politique et donc d'abolir la monarchie. Second événement, le 21 janvier 1793, c'est la mort de Louis XVI. Les acteurs, c'est bien sûr Louis XVI et la Convention, puisque c'est la Convention qui juge, qui condamne Louis XVI, qui est donc condamné pour avoir trahi son pays. Entre 1793 et 1794, c'est une période qu'on appelle la Terreur. Alors, la Terreur, c'est organisé par quel acteur? Par Robespierre, mais Robespierre n'est pas tout seul, puisqu'il dirige le comité de salut public, sous les ordres de la Convention. Quelles décisions sont prises? Eh bien, c'est de mettre une politique et une justice extraordinaires. Donc, on le voit ici, il y a la mise en place d'un tribunal révolutionnaire qui va juger les suspects. En effet, en France, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi des suspects, qui inquiète tous les Français, puisque on s'aperçoit très vite que tout le monde peut devenir suspect, et que lorsque l'on n'est pas capable de prouver que on n'est pas suspect, que l'on n'est pas absolument pour la Révolution, on est souvent condamné et exécuté. Dernière période de la Révolution, celle qui recouvre le Consulat et l'Empire. Donc le 18 Brumaire, c'est un événement important puisque c'est le coup d'État de Napoléon Bonaparte, le général victorieux, attendu, qui renverse le gouvernement et prend le pouvoir par la force. Napoléon mettra en place d'importantes réformes que nous verrons tout à l'heure, mais une très importante, c'est celle du 2 décembre 1804. L'événement, c'est que Napoléon devient empereur, c'est son sacre, et
l'acteur, c'est surtout lui. Et la décision, c'est donc de mettre en place un nouveau régime politique, l'Empire, et le pouvoir redevient héréditaire et non partagé. Il n'appartient que à Napoléon, il n'est que entre ses mains. Donc ici des tableaux qui représentent ces événements, ici c'est le 18 Brumaire, et ici le sacre de Napoléon. La Révolution entraîne de nombreux changements, et ces changements sont annoncés dans la DDHC. La DDHC, c'est donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont nous avons étudié le texte. Nous avions vu dans ce texte des changements importants pour la France, avec l'instauration de droits partagés par tous, donc l'égalité. Donc si on résume, on avait vu, souvenez-vous, l'abolition des privilèges, en vertu de l'article 1 surtout, qui est celui de mettre tous les hommes à égalité, y compris ceux d'une autre confession, d'une autre religion. Ensuite, nous avions vu, avec la page 66, que l'économie était transformée, avec un commerce qui devient libre, et avec la mise en place d'une même unité de poids et de mesure partout en France. Enfin, nous avions vu la liberté d'expression, avec la page 67, avec la création des clubs, notamment, mais aussi le rôle de la presse, pour que les Français puissent s'exprimer de plus en plus. Pour ce qui est du Grand 3, ici, il y a toutes les réformes qui sont prises par la Révolution et par la France. Des réformes qui sont très importantes, que nous avions organisées en plusieurs catégories, politiques, sociales, économiques et culturelles, et qui façonnent vraiment une France nouvelle, une France plus libre, une France plus égalitaire, notamment avec la suppression des privilèges, avec un impôt plus justement réparti, etc. On arrive dans la dernière partie avec les transformations de l'Europe sous l'Empire. La première chose à bien voir, c'est que la France ne s'appelle plus France, c'est l'Empire français, que Napoléon a réalisé de nombreuses conquêtes, a donc poussé les frontières françaises et conquis un certain nombre de pays. Comme on le voit ici en orange, ces pays sont maintenant dominés par l'armée française, par la France. Dans ces pays, Napoléon a installé des constitutions qui répondent aux idées des Lumières et qui instaurent en principe de nouvelles libertés. Mais Napoléon et son armée ne vont pas avoir un comportement exemplaire, comportement comme le pillage des richesses qui sera fortement critiqué et qui va conduire à un véritable sentiment anti-français. On sent très rapidement que Napoléon n'est pas seulement là pour libérer les pays dominés, mais aussi pour les dominer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement décrié par les contemporains qui s'en rendent compte. Et ça va être vraiment contesté. Il y a un pays, un exemple à retenir de cette contestation, c'est l'exemple des Espagnols qui se sont révoltés contre la France au lendemain de la destitution du roi d'Espagne et au moment où on a demandé à sa famille, la famille royale, de partir et où Napoléon a installé à sa place son frère. En conséquence, les Espagnols et notamment les Madrilènes se sont révoltés. Cette révolte a été durement réprimée et c'est ce que l'on a vu ensemble dans le tableau de Francisco de Goya qui s'intitule 13 de Mayo et qui montre très bien cette répression de l'armée napoléonienne contre les Espagnols. Alors n'oubliez pas les techniques employées, des Français de dos, sombres, cruels, et l'Espagnol habillé de blanc qui représente son innocence. Bon, eh bien c'était une vidéo un petit peu longue, j'espère que vous aurez tout compris, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.